Alors, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qu'on a appelé Super-héros tout le temps, c'est épuisant, équilibre pour les gestionnaires leaders. On est rendu à notre épisode 144, je crois, depuis le début de nos webinaires formation gratuite. On veut remercier l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour leur appui dans toute cette programmation cette année. On a eu beaucoup de participation. Entre autres, je veux vous remercier d'être là. Sautons tout de suite dans le sujet. Euh, Ce qui nous interpellait beaucoup quand Micheline et moi, on a commencé à discuter de il faut faire un webinaire sur cette question-là parce qu'on avait une collègue, Mireille, qui disait toujours, tu as le droit d'enlever ta cape des fois, là. Tu n'as pas besoin d'être super-héros tout le temps. Ça nous interpelle beaucoup de parler de ça parce qu'on voit dans le réseau, autant dans le réseau d'OBNL que institutionnel, les leaders s'épuisent parce qu'il y a tellement de pression de tout bord, tout côté. Ça fait qu'aujourd'hui, on parle de ça. Pourquoi ce webinaire? C'est pour trouver l'équilibre entre la gestion et le leadership. Alors nous, comme vous le savez déjà, on garde toujours main dans la main, indissociable. Gestion et leadership ne sont pas deux choses là, qui sont oppositionnelles l'une à l'autre. C'est deux choses qui vont main dans la main. Puis c'est incontournable ce lien-là. Puis en fait, on réalise, nous, en travaillant avec, comme vous le savez, plusieurs clients à travers le pays, plus on dissocie la gestion du leadership, plus on se retrouve dans le pétrin de ne pas les garder côte à côte, puis d'y mettre autant d'importance. Puis en fait, même aujourd'hui, je vais vous challenger, puis on va parler de voir de quel côté on doit appliquer la règle du 80-20. Fait qu'on va se challenger aujourd'hui. On va également réduire la pression sur les gestionnaires leaders d'être parfaits tout le temps. On sent cette pression-là que, tu sais, on n'a pas le droit, nous autres, là. Tu sais, on est malade, on file pas, on a une mauvaise journée, on n'a pas le droit. On dirait qu'il faut qu'on soit parfait tout le temps, puis la pression peut être grande. Puis aujourd'hui, j'espère qu'on va être capable de vous proposer une perspective qui est pragmatique sur la gestion, sur le leadership, pour assurer ta propre réussite comme gestionnaire leader, être capable de jaucher toutes les pressions qui nous sont mises au quotidien, parfois par nous même, je le sais, mais souvent par d'autres sphères d'influence dans notre travail au quotidien. Fait qu'aujourd'hui, là, je vais décortiquer ça en 5 points. 5 points pratico-pratiques. Je vais voir si on est capable d'appliquer la loi du 80-20 avec les 5 chantiers du leadership de gestion. On va aussi parler d'où vient cette pression sur les gestionnaires leaders. Euh, je vais également essayer de creuser un peu sur ce que nous, on appelle le réel travail des leaders, ce qui est la gestion du changement avec l'intelligence émotionnelle. Puis après ça, je vais vous faire un petit clin d'œil sur, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je dois faire? 2 points importants. Mais j'espère qu'on va être capable aujourd'hui de juste créer, comment on dit en anglais? Awareness. On va s'agentiver, empower. Tous les gestionnaires leaders dans cette salle pour qu'on puisse regarder tout ça avec une perspective, un recul qui nous permet d'adresser les points de pression qui peut peut-être nous donner l'impression qu'il faut être super-héros tout le temps. Fait que, ici, j'ai comme le goût de vous dire, et si on disait qu'il y avait la loi du 80-20 en lien avec le leadership de gestion? Comme vous le savez, vous avez certainement suivi le webinaire sur la question. On va vous partager le lien si vous voulez revoir cette formation-là que Micheline avait fait en webinaire. Mais on vous parlait il y a vraiment 5 chantiers qui demandent notre attention comme gestionnaire leader lorsqu'on est appelé à être directeur général ou directrice de secteur ou lead sur un programme, un service où on doit amener les gens quelque part à atteindre des résultats au sein de l'organisation. Puis, ces 5 chantiers-là passent par là où il y a le plus de pression, comme on sait, faire ressortir le meilleur des gens, faire ressortir le meilleur de mon équipe, faire ressortir le meilleur de mon secteur ou de mon organisation, dépendant du rôle qu'on a, être un modèle de mieux-être et de productivité, et bien sûr, piloter le changement avec intelligence émotionnelle. Puis c'est là que nous, on dit, ça, c'est le réel travail de leader. C'est là qu'on te demande de mettre ta cape de super-héros. Dans les autres chantiers, on te demande de mettre ton chapeau de
gestionnaire pour t'assurer d'être présent auprès des gens, de faire ressortir le meilleur de ton équipe en créant de la cohésion, en créant de l'alignement, d'assurer la performance du secteur que tu supervises ou de l'organisation que tu diriges. Puis bien sûr, ne pas t'oublier là-dedans parce que il y a une expectative de la part de tes employés, puis probablement de tes dirigeants et de ton conseil d'administration, que toi aussi tu mets l'épaule à la roue, que tu contribues sans t'oublier. Puis le challenge que je vous lance aujourd'hui, c'est de dire, ben, moi, dans mon quotidien, là, est-ce que je suis un modèle de mieux-être? Est-ce que je suis un modèle de productivité, moi aussi? Ou est-ce que je mets toutes ces pressions sur mes employés? Mais moi, quand ça vient à moi, là, c'est correct, là. C'est correct que moi, je mange que je travaille, moi, pendant mon heure du lunch. Mais vous, les employés, là, non, non, là, allez prendre votre lunch, vous. Puis je pense que parler des deux côtés de la bouche comme ça peut nous jouer des tours parce que non seulement on n'est pas un modèle, fait qu'on s'attend des choses des gens que nous, on n'est pas prêts à faire, et en même temps, ça l'affecte votre mieux-être, ça l'affecte votre santé mentale. Ça se peut pas que les bons principes et les bonnes pratiques de mieux-être fonctionnent pour les employés, mais ne fonctionnent pas pour toi. Parce que c'est vraiment une approche en fonction de la personne avant tout, avant le titre. Donc, moi, si je veux que mes employés soient productifs et prennent soin d'eux-mêmes, il faut que je m'assure que moi aussi, je suis en train de démontrer que c'est important par le comportement que j'amène. Une petite phrase là, que vous pouvez peut-être écrire dans vos notes, que j'ai entendue cette semaine, qui est vraiment venue me chercher, c'est on a tendance à juger les gens par leur comportement, mais se juger soi-même par nos intentions. Fait que c'est la même chose quand les employés nous regardent. Ils nous jugent, ils nous regardent et les comportements qu'on pratique vont éventuellement avoir un impact sur leur perception de nous et aussi la crédibilité qu'ils vont nous donner quand c'est le temps de vous suivre et de piloter le changement. Fait que la loi du 80-20 ici, c'est de dire dans l'ensemble des chantiers de leadership, de gestion, puis là, ici, je l'ai décortiqué avec vous, si vous me permettez, je vais même aller le mettre dans le chat. Ma petite fiche est claire, là, je vais aller retrouver ça. Je l'ai téléchargé ce matin pour pouvoir vous le partager. Elle est dans les deux langues. Je viens de le mettre dans le chat. Vous devriez être capable. Oh, ça, c'est juste avec les panélistes. Je vais aller le partager avec tout le monde. Je vais aller remettre le fichier pour que vous puissiez le voir. Est-ce que tout le monde peut le voir? Vous me faites un petit thumbs up peut-être? Excellent. Alors, je vous invite à le télécharger. Le document qui est à l'écran. Allô, Isabelle, je vois ta main levée. J'arrive dans une petite seconde. OK? Alors, quand on parle de 5 chantiers du leadership de gestion, on se dit, moi, je m'assure d'être là, d'être présent pour mes employés pour assurer leur réussite, sachant bien sûr que s'ils réussissent, ben, mon secteur va réussir. Alors, ma réussite à moi dans ma performance comme gestionnaire leader passe par la réussite de chacun de mes employés. Si mes employés réussissent, ça veut dire sûrement que, quand je pense à Isabelle, là, justement, que je viens de voir la main levée, ben, si je m'assure de la réussite des profs dans une école, ben, il est presque impossible qu'eux autres n'assurent pas la réussite des élèves. Moi, ma priorité, c'est la réussite de l'employé pour qu'eux autres aient un impact sur la clientèle, peu importe la clientèle. Je vais les encadrer, je vais les coacher systématiquement, je vais superviser, accompagner les employés sous-performants, je vais évaluer le personnel, je vais faire la job qui m'entoure, le travail RH. En assurant la réussite des employés, ça me permet d'assurer la réussite du secteur. 20%. Fait que là, quand je suis en train de décortiquer tout ça, c'est pour vous sensibiliser sur le fait, est-ce qu'il se peut que 80% de mon travail soit de la saine gestion, donc faire ressortir le meilleur des gens, le meilleur de mon équipe, le meilleur de mon secteur, être un modèle de mieux-être. Puis quand on parle de leadership, vraiment, on est à 20% du temps parce que la demande est tellement grande sur les autres chantiers.
Alors, il y a le chantier numéro un, je fais ressortir le meilleur des gens. Le chantier numéro deux, je cultive la collaboration au sein de l'équipe. Un haut niveau de collaboration, les gens travaillent ensemble, se disent les vraies choses. Il y a de la clarté sur les attentes, donc sur la mission ou le mandat du secteur, sur qui fait quoi, sur pour qui on le fait, la vision où on s'en va. On est capable au sein de l'équipe d'articuler le qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, où on s'en va, puis qu'est-ce qui nous distingue. Donc, je suis en train de faire du travail, d'amener l'équipe à collaborer, si on veut, communiquer, répéter les messages clés entourant les objectifs, les comportements, juste faire le travail de cultiver la cohésion, la collaboration. 20%. Fait que quand je suis en train de décortiquer ma semaine en me disant, c'est quoi que je dois faire à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, à tous les trimestres, puis à toutes les années pour accomplir mon travail? Bien, il y a des attentes face aux employés, il y a des attentes face à l'équipe, même tenir des réunions efficaces, c'est une expectative qu'ils ont, les employés, pour assurer une belle collaboration, une belle cohésion. Troisième chantier, est-ce que mon organisation est performante? Est-ce que je cultive l'amélioration continue? Ça vous demande de l'attention, ça. Fait que si on décortique 80-20, ça veut dire que 5 jours divisé, notre 100% est divisé en 5 jours. Fait que si j'y mets un bon 7 heures par semaine sur cultiver l'amélioration continue avec des objectifs clairs, assurer une haute satisfaction de la clientèle, écouter, comprendre les besoins des clients, s'assurer que les données démontrent qu'on réussit, évaluer mon secteur, m'assurer que les services sont excellents, ben, il faut que j'y mette un peu d'énergie. 20%. Fait que là, je suis rendu à 60% de ma semaine ou de mon temps qui est consacré à dire chantier numéro 3. Je suis capable de démontrer à mon conseil d'administration ou à ma direction de secteur ou à peu importe mon conseil scolaire que dans mon école ou dans mon département, on réussit bien. Voici les données qui le démontrent. On leur donne l'assurance raisonnable que les choses vont bien. Quatrième chantier, toi là-dedans. Est-ce que tu gères bien ton temps pour accomplir les tâches que juste toi tu peux faire? Personne d'autre peut le faire. On sait qu'il y en a. Il y a du travail qui nous permet non seulement d'être un modèle de productivité, mais qu'on sait également quand elles sont faites, une après l'autre, là, sont faites ces tâches-là dans ma semaine. Puis si j'y contribue 20% de mon temps, mon stress va baisser là, parce que je les accumulerai pas. Très souvent, les tâches qu'on met de côté, parce qu'il y a plein de choses qui semblent plus importantes que mes tâches à moi, ce sont ceux qui nous pèsent dessus, qui nous empêchent de dormir le soir. Oh, j'ai toujours pas fait mon rapport. Ou là, je vous fais un clin d'œil à tous les gestionnaires, leaders dans la salle. Oh, j'ai toujours pas fait l'évaluation de mon personnel, qui est une obligation presque légale si on veut protéger l'organisation. Donc, moi, est-ce que je suis en train de contribuer à être un modèle de collaboration, de productivité, de mieux-être? 20% de mon temps. Peu importe comment vous décortiquez votre 20%, mais est-ce que je suis en train de prendre soin de ma santé physique, de ma santé mentale, pratiquer les valeurs de l'organisation, perfectionner mes compétences? Peu importe comment tu l'isoles dans ton temps sur l'année, 20% de ton temps, s'il était passé là-dessus, est-ce que ça te permettrait de dire, check, done. J'ai pris soin de moi cette année. Je ne me suis pas négligé. J'ai accompli mes travaux. J'ai rencontré mes responsabilités. Fait que si on se dit 20, 20, 20, 20% sur les 4 premiers chantiers, c'est la loi du 80-20. Alors, avant de sauter dans le 5e chantier, je me dis, il y a beaucoup d'ouvrages dans les 5 premiers chantiers. Puis quand on regarde ce qui est là, moi, personnellement, je vois pas ça comme du leadership. Je vois ça comme il y a des attentes que les gens ont envers moi. Donc, ça rentre dans mon rôle de gestionnaire, direction de service, lead, coordonnatrice, peu importe le titre qu'on s'est donné. S'il y a des gens qui nous ont donné une responsabilité pour un dossier, un secteur, un département, un projet, où il y a des gens qui
euh, demande de l'encadrement pour assurer la réussite, je vais passer 80% de mon temps à faire de la gestion. And that's a good thing. Puis je pense que s'il y a un message que je veux qu'on retire de la journée aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas démoniser, désolé pour l'expression, la gestion pour le bien du leadership. Prioriser, valoriser le leadership, j'y crois. Vous me connaissez, je le sais que c'est important, mais ça ne peut pas être au détriment de nos responsabilités en gestion. Parce que ça va nous gruger, ça va nous épuiser. Mais la cape, là, on l'a besoin ici. Vous êtes super-héros quand c'est le temps de dire, aujourd'hui, je prends le courage de diriger une initiative de changement qui en vaut la peine et je le fais avec une intelligence émotionnelle. Fait qu'ici, je suis en train de dire, au quotidien, je mets en œuvre la mission. Au quotidien, on réalise une vision. Au quotidien, on pratique les valeurs à la hauteur des attentes de la clientèle. Au quotidien, je travaille sur m'assurer que l'approche signature de l'organisation est tellement bien rodée que tout le monde peut faire sa job comme il faut. Tout le monde va bien. On ne vit pas toujours dans l'urgence tout le temps. On est capable d'être actif tout simplement. Mais quand c'est le temps, je suis capable de faire appel à l'équipe sans les taxer sur quelque chose qui doit absolument changer. Une nouvelle mission, une nouvelle vision, un, un taux de satisfaction trop bas, une urgence, une pandémie, peu importe. J'ai le, j'ai le goodwill de ma gang pour pouvoir faire un changement qui en vaut la peine. Fait que si on a notre cap tout le temps, on s'attend à ce que tout le monde nous suive à la vitesse de Superman, à la vitesse de Superwoman. Ça ne fonctionne pas à long terme. On va épuiser notre gang et quand ça va être le temps de faire un changement majeur, ils vont déjà être épuisés. Fait que nous, on focus sur 80% de mon temps en gestion et quand c'est le temps, je décroche ma cape de derrière ma porte de bureau de leader et je suis capable d'amener les gens vers un nouveau changement parce que ça n'en vaut la peine. Puis là, je mets ma question en surligné ici. Vous, là, vous fallait le mettre dans le chat. C'est quel des 5 chantiers qui vous en demande le plus d'énergie actuellement? OK? Et dans quel chantier qui vous demande le plus d'énergie? Un, deux, trois, quatre ou cinq? Faire ressortir le meilleur de vos employés, faire ressortir le meilleur de l'équipe, donc cohésion, collaboration, meilleur de mon secteur, être un modèle de productivité, de mieux-être ou la gestion du changement avec intelligence émotionnelle. Vous pouvez aller le mettre dans le chat. C'est quel qui vous draine le plus ou qui vous en demande le plus ou qui est le plus énergivore pour vous. Je vous laisse aller mettre ça dans le chat. Quel des 5 chantiers ici qui sont probablement celui qui vient vous chercher le plus? Excellent. Je vois toutes sortes de réponses, du 3, du 2, faire ressortir le meilleur de l'équipe, cohésion d'équipe, 2, beaucoup. Je vois 4 et 5. Excellent, j'aime ça. Excellent. Alors, si moi je suis ici aujourd'hui à vous dire ça, je vous dis pas ça parce que c'est facile de faire ça. J'aime dire simple, not easy. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est comme un petit peu créer là, de l'actualisation autour de tout ça pour dire pourquoi des fois mes initiatives de changement réussissent pas. Parce que les stats sont pas de notre bord, là. On parle de entre 22 puis 27% selon la recherche des initiatives de changement qui réussissent. C'est pas une grosse donnée, ça. Ça veut dire 80% des initiatives de changement en milieu organisationnel. Puis ça, c'est en éducation, en OBNL, en gouvernemental. Alors, j'assume que ça vous touche toutes. Euh, c'est un big deal, ça. Alors, notre capacité de piloter le changement, ce que les données semblent démontrer, c'est que la robustesse de la gestion est liée directement à la capacité des initiatives de changement de réussite. Interesting. 80-20. 80% de notre temps en gestion, 20% en gestion du changement. Je vous challenge sur la question. Là, je veux vous parler d'un diagramme que Micheline aime beaucoup. Je vous en parle souvent. Encore une fois, c'est pour aller voir un peu
moi, là-dedans, là, je vais m'actualiser là-dedans. Il y a des expectatives en leadership de gestion qui nous tirent ou qui nous poussent dessus à tous les jours. On les vit, c'est lourd, puis je vais les décortiquer en 4 sphères spécifiques. La première, c'est qu'est-ce que les dirigeants et ou administratrices du conseil d'administration s'attendent de moi. Puis quand on parle de dirigeants ici, là, on parle de l'exécutif, là, la direction générale, la grande équipe de gestion si vous êtes dans une grosse structure, ou si vous êtes dans une plus petite structure, on parle du conseil d'administration, puis la personne DG, puis l'autre personne qui est peut-être directrice des opérations ou directeur des ressources humaines. Cette petite équipe d'officiers-là, si on veut, de dirigeants, et le conseil ont des attentes. Puis la première, c'est contribuer, mettre en œuvre la mission de l'organisation de façon efficiente et efficace. En d'autres mots, la business de l'organisation, elle roule bien. Ils ont cette attente-là face à vous. Puis là, en plus, que des fois que la mission, c'est pas suffisant, il faut aller s'ajouter une petite vision, se donner une direction, puis une destination. On va s'attendre à vous, à ce que vous réalisiez la vision stratégique qui a été mise, soit dans le cadre stratégique si vous êtes une organisation, ou si vous êtes un département, bien, on va peut-être avoir un objectif thématique pour cette année pour corriger quelque chose ou amener le département quelque part. Ils vont aussi s'attendre à ce que les valeurs qui ont été adoptées soient pratiquées de façon exemplaire pour être un modèle au niveau de qu'est-ce qui nous distingue au sein de l'organisation. Fait que c'est déjà là le gros mandat mission, vision, valeur. Mission, vision, valeur. Mission first, vision ensuite, valeur par la suite. Donc, lorsqu'on parle de mission, vision, valeur, on s'assure que le mandat de l'organisation est réalisé, que la direction qu'on s'est donnée, ben, on avance doucement ou rapidement vers cette direction selon ce que le CA nous a dit ou l'équipe de gestion nous a dit. Puis les valeurs, c'est plus que des mots cute sur un T-shirt. On est carrément en train de dire, il faut pratiquer ces comportements-là pour se distinguer sur notre marché. Ça, c'est la première partie. La deuxième, c'est mobiliser puis engager le personnel, agir de façon responsable comme gestionnaire, puis rencontrer les objectifs qu'on s'est donnés. Ces objectifs-là, souvent, sont en interne au niveau de la performance des finances, la performance des RH, la performance du marketing, la performance des communications, si on est DG. Puis parfois, même à l'intérieur d'un département, on va être en train de mesurer différentes choses qui vont donner aux dirigeants et aux administratrices l'assurance raisonnable que les choses vont bien au sein de votre secteur. Donc, c'est important de dire, j'en reçois de la pression d'en haut. J'en reçois de la pression d'en haut. Fait que je dis d'en haut parce que dans le diagramme que j'ai ici, je l'ai ici, la pression d'en haut, puis je vais vous le partager, là, cette fiche-là, dans quelques moments. Puis oui, Michel, je te fais un petit clin d'œil. On va envoyer tout ça par courriel. J'ai aussi de la pression qui vient de mes autres collègues gestionnaires. Fait que faites-moi un petit signe là, dans le chat là, si vous n'êtes pas DG, mais vous avez d'autres gestionnaires. Puis peut-être vous êtes DG et vous avez des gestionnaires au sein de votre équipe. Alors ça, c'est des responsables de département, de dossiers, de services. Ben, cette gang-là, là, cette équipe de gestion-là aussi, ces membres de l'équipe de gestion ou de direction que vous avez, ils ont des attentes face à vous. Agir comme une collègue idéale, collaborer sur des initiatives systémiques, ne pas tirer sur ton coin de la couverte pour des ressources, pour du temps, pour ces trucs-là. Alors, être disponible pour eux également, pas juste consommer leur temps, générer de l'énergie envers eux aussi, pas juste consommer leur énergie. Ils vont aussi s'attendre à ce que toi, tu fasses ta juste part. Alors, si tu es direction des ressources humaines, ben, ils vont s'attendre à ce que tu t'assures que tous les outils en RH sont disponibles pour les superviseurs. Ou si toi, tu es directrice ou directeur des programmes, la direction des ressources humaines va s'attendre à ce que ce soit toi ben, qui s'assure que tous les sièges sont remplis lorsqu'on donne une formation. Peu importe, ils vont s'attendre à ce qu'on assume nos responsabilités qui sont dans notre description de tâches. Bien, c'est sûr que c'est une pression. En réunion de gestion, lorsqu'on fait le tour des dossiers, les gens s'attendent à ce que tu arrives puis que tu performes toi aussi. Pas juste eux autres, toi aussi.
Alors ça, c'est une pression qui nous vient dans la deuxième sphère. La première vient du conseil d'administration. La deuxième vient de notre équipe de gestion à nous. Celle qui est probablement la plus demandante, ça c'est pour moi, puis je le sais que peut-être ça revient souvent en ressources humaines, c'est de dire mes employés ont des attentes face à moi comme gestionnaire leader. Puis ces attentes-là, il n'y aura pas de surprise ici, je le sais, mais je vais juste faire la liste quand même avec vous parce que je pense que c'est important juste de le constater des fois. Oh, c'est pour ça que ça prend un bon 20, 25, 30 de mon temps, m'assurer de la réussite des employés, m'assurer de la cohésion d'équipe. Ça, c'est 40 dans les 5 chantiers. Bien, c'est d'ici qu'elle vient la pression. Les employés s'attendent à ce que tu établisses la direction à prendre et les grandes priorités. On vous regarde, on s'attend à ce que vous décidiez. C'est comme dans leur tête, ça se passe comme ça, là. That's why they pay you the big bucks. Là. Vas-y, décide, c'est toi qui es lead, c'est toi qui es gestionnaire. Dis-nous donc où est-ce qu'on s'en va. S'il te plaît, dis-nous c'est quoi les priorités. Et bien sûr, de là découle, est-ce que les attentes sont claires? Rôle, responsabilité, fonctionnement dans l'organisation. Les employés veulent répondre non seulement au quoi, là je vais utiliser mon petit surligneur ici, non seulement ils ont des attentes par rapport au quoi, mais ils ont des attentes par rapport au comment. Ils ont des attentes par rapport au qui. Fait on va toucher au pourquoi et au quoi ici, mais le qui et le comment, on va y toucher ici. Il y a des expectatives de la part des employés que vous soyez clair sur ces choses-là. Bien sûr, celui-là, vous le savez, puis je vous challenge tous et toutes là-dedans. Est-ce que vous êtes facilitatrice de réunions ou est-ce que vous présidez des réunions? Puis en milieu organisationnel, toute la recherche le démontre. Quand ça vient aux réunions, il faut différencier les approches, s'assurer que tout le monde soit participatif, animer les rencontres plutôt que les présider et ne pas s'en servir comme un newsroom. Les seules réunions que les employés détestent, c'est les réunions qui ne sont pas engageantes. Mais quand les réunions sont utiles, engageantes, pour tout le monde dans la salle, ça nous permet de voir où sont nos résultats. Les employés sont déçus quand il manque ces réunions-là. Fait qu'il y a une expectative des employés que les réunions soient engageantes, de s'assurer de leur réussite, voir à leur réussite, les encadrer dans leur cheminement professionnel, ne serait-ce qu'un one-on-one aux 2 semaines, un peu de coaching sur certains dossiers, du mentorat des fois, la supervision aux besoins. Ils ont des attentes à ce que vous soyez présent pour contribuer à leur réussite. Ça ne les déresponsabilise pas, là. Ils ont aussi cette attente-là envers eux-mêmes, mais il ne faut juste pas oublier qu'ils l'ont envers vous également. Ils vont s'attendre à ce que vous cultiviez la collaboration au sein de l'équipe avec les individus au sein de l'équipe. Ils vont aussi s'attendre, puis là, c'est le clin d'œil que je vous fais parce que je le sais qui est plus difficile, celui-là, de tenir les employés sous-performants imputables, responsables. Parce que vous allez perdre votre talent, ils vont aller ailleurs, ils vont réduire leur propre performance, le talent, si vous ne tenez pas les gens qui sont moins performants et imputables. Je vais aussi souligner de prendre des meilleures décisions pour le bien de l'organisation. En d'autres mots, lorsque vous décidez d'un changement, vous amenez une nouvelle priorité, il faut que ça soit en lien avec mission, vision, valeur, satisfaction, besoin, tendance, euh, les processus en interne. Il faut qu'il y ait de la cohérence là, parce que sinon, ils vont vous le dire, ou pire encore, ils vont se le dire entre eux et tu vas l'apprendre 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ou quand ils vont quitter pour aller ailleurs parce que toi, tu manques d'alignement. Puis, communiquer régulièrement les choses importantes. Vous le savez, dans des sondages sur le climat, ça revient systématiquement. Les communications sont importantes pour les employés. Plus ils sont informés, plus ils vont être engagés. Quand je parle d'être informé, je parle de tout, en toute transparence, mais aussi en toute diligence. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout, mais ça veut dire qu'on dit ce qui est important en lien avec les résultats, la réalisation de la vision, la pratique des valeurs, les décisions qui sont prises, l'information pertinente à leurs conditions de travail. Ils ont des attentes à ce que les communications soient faites de façon
systématique. Là, je m'en vais voir s'il y a des questions. Je vois une main levée. Est-ce que je peux vous... On est en mode webinaire, alors je ne peux pas activer vraiment votre caméra. Je vous invite à mettre les questions dans le chat ou dans le Q&A dans Zoom. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Là, je viens de voir une main levée et là, elle vient de se rebaisser. Ça va pour le deuxième chantier, gang? Pas le deuxième chantier, la troisième sphère. Puis ensuite de ça, ben, il y a ce que toi, tu t'attends de toi-même. Tu veux réussir dans ton travail, toi aussi, comme gestionnaire leader. Tu veux maintenir un équilibre de vie puis pas négliger les gens que tu aimes parce que tu as une grosse job ou tu as un gros titre ou parce que tu es lead quelque part. Tu veux avoir un sentiment de compétence. Tu veux avoir confiance en toi, donner ton 100% dans les heures de travail, idéalement sans les dépasser, puis être à la hauteur des attentes des autres, donc dans les autres sphères. Puis, bien sûr, prendre soin de ta santé mentale euh, et physique. Alors, ici, quand on regarde les quatre sphères, puis je m'en viens, Hélène, à ta question, quand on regarde les quatre sphères qui sont ici, j'ai comme le goût de vous poser la question, quelle des quatre sphères ici vous empêche de dormir le soir? Est-ce que c'est la pression que vous recevez d'en haut, les dirigeants, le conseil d'administration, les big cheese de l'organisation? Est-ce que c'est vos collègues dans l'équipe de gestion? Est-ce que c'est les employés ou l'équipe pour laquelle vous êtes responsable, laquelle vous êtes responsable? Ou est-ce que c'est toi-même qui te met tellement de pression que ça t'empêche de dormir le soir? Puis soyons prudents ici. Je ne suis pas en train de vous dire est-ce que vous êtes exigeant envers vous-même ou non. Non, je suis en train de dire laquelle vous empêche de dormir le soir. Je vous invite peut-être à aller mettre dans le chat. En attendant, je vais aller lire la question d'Hélène. Hélène, en lien avec imputable, on pourrait le remplacer avec le mot responsable, peu importe l'outil utilisé. Fait que quand on parle de empowerment, on parle d'agentiver quelqu'un, lui donner les ressources et la capacité de le faire. Mais parfois, on ne peut pas juste vivre dans le coaching, puis dans l'encouragement, puis dans l'encadrement. Des fois, il faut passer en mode mentor, s'assurer qu'il fasse les choses comme il faut, et parfois même en mode supervision, rencontre de supervision, lettre au dossier, reprimande, être clair pour rencontrer nos obligations RH de bien gérer les ressources humaines. Euh, des fois, il faut se promener sur ce continuum-là. Fait qu'empowerment, coaching, encadrement, encouragement, oui, s'assurer que les ressources sont là. Ça fait partie de mon rôle de gestion. Puis des fois, on tombe dans l'intelligence émotionnelle. I get that. Mais c'est un continuum, tout ça. De coaching jusqu'à supervision. Puis dans le milieu de tout ça, là, il y a mentorat. Des fois, c'est vous, des fois, c'est quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas juste vivre dans le coaching, encadrement. On l'a vu dans les 10 dernières années, nous, avec nos clients, si on néglige les outils qui sont dans la boîte RH euh, de responsabilisation, de supervision, euh, on, on néglige toute une gamme d'outils. J'espère que ça a été utile. Là, je m'en vais voir les réponses. Moi-même, ça revient souvent. Les dirigeants et moi-même, moi et les employés. Excellent. Oui, ta clientèle, hein. Dans ce cas ici, Gabriel, je te vois mettre le réseau. Dans ton cas, c'est grosso modo ta clientèle. Des fois, ça peut venir nous gruger. Puis ça, c'est parce que ça a sauté un niveau où les gens qui sont sur le front line avec ta clientèle, euh, des fois, il y a un lien direct avec vous. Ça, je comprends ça. Euh, je dors très bien, mais je dois mettre plus d'efforts à l'endroit des employés. J'aime ça, lire ça, c'est bon. Excellent, employé et moi-même. Alors, juste pour vous souligner un peu en général la pression, euh, puis dans la recherche qu'on a faite, tu sais, en général, ça revient particulièrement de ce que les employés nous mettent comme pression. Fait que c'est pour ça que si on revient en arrière ici dans mon diaporama, quand on parle de faire ressortir le meilleur des gens, le meilleur de mon équipe, puis j'irais même jusqu'à dire le meilleur de mon secteur, c'est tout l'alignement du personnel. C'est d'être clair sur les attentes et tout ça. Fait que moi, je serais prêt à dire de gager, puis vous pouvez mettre votre propre pourcentage dans le chat, de dire que ça devrait donc me demander, je dirais au moins 40%, hein.
si pas 50%. Si pas 50%. Parce que ici, d'en faire ressortir le meilleur de mon secteur, de mon organisation, c'est sûr qu'on va aller clarifier des processus. C'est pas nécessairement lié avec les employés toujours. Il y a des rapports à faire, il y a de la reddition de comptes, il y a tous ces trucs-là. Il y a 50%. Moi, je te dirais que c'est ça pour moi aussi, Gabriel. Fait que quand je regarde ici, puis je me dis, OK, fait que si je la divise ma semaine en 2 journées et demie plus 2 journées et demie, est-ce que je le mets, mon 50%, sur faire ressortir le meilleur des gens avec intention, sur créer de la collaboration avec intention, sur ma reddition de compte, mes processus, enlever les barrières, s'assurer que les ressources sont là avec intention? C'est beaucoup de temps, ça. Le reste de mon temps est dans mes initiatives de gestion du changement, accomplir mon propre travail, là, qui est seulement moi qui peux le faire, puis aussi aller toucher toute ma reddition de compte là, qui touche le conseil d'administration. Fait que c'est un bel équilibre de se dire, ben, est-ce que j'y mets mon au moins 2 jours semaine à encadrer mon personnel, tenir des réunions efficaces, encourager la collaboration. OK? Ici, Mohamed, la différence entre le un et le 2, ici, c'est focusé sur la personne. Alors, chaque employé a du temps d'antenne au moins aux 2 semaines, peut-être aux 3 semaines, du one-on-one, encadrement, coaching, avec son superviseur, la personne qui est responsable de sa réussite. Ici, on parle de la culture de collaboration. Alors, est-ce que l'équipe travaille ensemble? Est-ce qu'il y a de la cohésion? Est-ce qu'il y a des débats d'idées? Est-ce qu'on passe le temps suffisamment ensemble pour s'assurer de la clarté sur les attentes pour tout le monde? Où il y a de la responsabilisation mutuelle entre les membres de l'équipe, puis que les résultats sont au cœur de toutes les discussions. Alors, la cohésion d'équipe, c'est juste l'alignement de toutes ces belles personnes-là, tandis qu'ici, on est dans l'alignement de chaque personne sur ses rôles et responsabilités qui est dans soit sa description de tâche ou le portrait d'équipe que vous avez, où on va aller clarifier le qui fait quoi. Fait qu'ici, les gens réussissent dans leur évaluation personnelle et professionnelle au bureau. Ici, c'est l'évaluation de l'équipe. Ça va? Fait que c'était ma réponse rapide. J'espère que ça t'a été utile. Je vais avancer un peu parce que je vois tout ça avancer. Euh, je vais aller m'assurer que... OK, excellent. Merci pour la rétro, Mohamed. Je vais m'assurer qu'on envoie le petit diagramme d'expectative de leadership dans le courriel. Bon, alors, si là, tu vas mettre ta cape. Hein? Gabriel, Mohamed, toute la gang, Jessica, la job ici, là, c'est quand est-ce que je mets ma cape? Ben, je la mets, ma cape de super-héros, c'est en gestion du changement. C'est quand il y a quelque chose qui doit absolument changer et c'est quelque chose de significatif. Fait que là, je suis pas en train de dire, là, un de mes auteurs préférés, il dit, c'est pas un stroke of a pen decision, là. C'est pas quelque chose, on va changer le papier dans l'imprimante, là. Non, non. On parle d'un changement significatif qui va demander à ce que la personne gestionnaire leader assume du lead sur la question. C'est pour ça que j'aime ça parler du... Ça se peut-tu que ça soit juste 20% leadership, 80% gestion? Et si oui, je peux-tu comme take it down a notch là, au niveau de la pression que je me mets comme leader? Fait que comme leader, 3 chantiers. S'il y a de quoi qui est à changer, je m'assure qu'on a une vision claire et engageante sur le changement. Puis des fois, c'est une vision organisationnelle, mais des fois, c'est juste une modification à la mission de l'organisation. Des fois, c'est un changement de processus complet parce qu'on a une nouvelle technologie qui s'impose, comme l'IA, par exemple. Euh, il y a des choses qui doivent changer. Je dois créer une vision claire et engageante. La deuxième portion, puis là, je fais des clins d'œil à tous les leaders que je connais qui aiment ça quand ça roule. Hein, je crée une vision claire et engageante, puis on passe à l'exécution, puis on se demande pourquoi les initiatives réussissent seulement à 20-25%. C'est parce qu'on a négligé la deuxième portion ici. Puis la deuxième portion, c'est d'assurer l'alignement, allouer les ressources, s'assurer du buy-in. C'est clair pour tout le monde. On a un bon plan. Il est dans un outil de gestion de projet. J'ai développé mes messages clés pour m'assurer que lorsqu'on passe à l'exécution, il n'y a plus d'ambiguïté sur où on s'en va.
Puis pour ceux qui me connaissent, vous le savez sûrement, c'est mon plus gros défi à moi. Moi, je passe d'une vision à l'exécution bien trop vite. Je dois prendre mon temps davantage. Fait qu'il y a vraiment trois étapes en gestion du changement. Puis je la répète souvent, puis je vais essayer de vous l'inculquer. Vision, alignement, exécution. Vision, alignement, exécution. Pas vision, exécution. V-A-E. Vision, alignement, exécution. Puis la vision, je vais la créer, puis je vais faire mon travail de leader. Oui, je vais consulter les bonnes personnes, mais c'est ma job de l'établir, la vision. Le comment, puis l'alignement et tout ça, là, je vais aller chercher du buy-in, puis je vais aller travailler avec mon équipe pour réaliser le comment, mais la vision, ça tombe dans votre assiette. Alors, ça tombe dans votre assiette, de la clarifier, de l'organiser en ayant l'oreille là, sur la traque de ce qui se passe sur le marché puis dans l'environnement. Fait que si j'avance puis je me dis, ça, c'est les étapes en gestion du changement. C'est là qu'on voit, c'est le travail de leader parce que assurer l'alignement, allouer les ressources, c'est toute la question buy-in. Piloter l'exécution, être présente, c'est toute la portion intelligence émotionnelle de comprendre que c'est difficile le changement pour certains. En fait, en général, c'est difficile pour tout le monde. Ça, la recherche le démontre. On parle de moins de 2% de monde qui sont pieds joints dans un changement sans questionner, sans trop s'en faire. Alors, il reste quand même une grosse gang de gens qui ont besoin de l'attention pour s'assurer du changement. Fait que si le gestionnaire s'assure de la mise en œuvre de la mission, s'assure également de la réalisation de la vision au niveau opérationnel, quand c'est le temps de changer, c'est là qu'on s'attend à ce que vous soyez leader. C'est là qu'on s'attend à ce que vous soyez à l'écoute. C'est là qu'on s'attend à ce que vous soyez sensible à l'impact que ça a sur les gens. Fait que les déclencheurs ne peuvent pas sortir de votre carré de sable. Hein? Puis pour ceux qui me connaissent, j'aime le dire, si tu as de quoi te faire tatouer sur le corps, mission, vision, valeur sur un bras, satisfaction, besoin, tendance du marché sur l'autre, c'est ça qui drive toute décision, surtout quand c'est le temps de nouveauté, surtout quand c'est le temps de changer quelque chose. Est-ce que ma mission, je la réalise avec efficience et efficacité? Est-ce que je suis en train de créer une vision claire et engageante aussi pour le secteur ou l'organisation? Est-ce qu'il y a un manquement au niveau de la livraison efficace des services? Tout ça, ça devrait être des éléments déclencheurs. J'ai adopté une nouvelle mission, j'ai adopté une nouvelle vision pour l'organisation. Il y a eu des manquements, il y a une baisse dans la satisfaction, il y a un nouveau besoin d'identifier auprès de la clientèle où le marché se dirige vers une nouvelle réalité. Puis, nous, notre capacité de confirmer que tous les changements qu'on amène, là, je suis capable de les aligner là-dessus, ben, il y a moins de chances qu'on se fasse questionner sur le pourquoi du quoi. Fait que ça, c'est de la cohérence. Est-ce que les bottines suivent les babines? Est-ce que lorsque je lis ta mission, ta vision, tes valeurs, lorsque je lis la liste de services que tu as sur ton site web, est-ce qu'on est capable de confirmer que tout ça va bien? Et s'il y a quelque chose là-dedans qui va mal, est-ce que c'est la première chose qui va faire l'objet d'une initiative de changement? Ou ça va juste être, ah, je reviens d'une conférence, ça serait cool qu'on fasse ça, on va faire ça. Mais tes employés, ils vont te le dire. Pourquoi on va faire ça quand le taux de satisfaction il est bas? Ou pourquoi on va faire ça quand tout notre système informatique est désuet? Ils vont te le dire. Fait qu'il va y avoir un manquement dans la livraison efficace parce que notre système informatique est désuet. Mais toi, tu vas adopter une nouvelle mission pour... Fait que le buy-in est beaucoup plus facile quand on est capable de dire mon déclencheur, il est ancré dans la raison pour laquelle l'organisation existe. Fait que quand moi j'ai ma cape, là, puis je suis en train de réfléchir à une nouvelle mission ou tweaker la mission pour le marché ou une nouvelle vision stratégique, il faut que je sois capable de connecter toutes ces choses-là d'entrée de jeu parce qu'éventuellement, ma gang, il faut qu'elle me suive. Mes employés, il faut qu'ils me suivent. Mes partenaires, mon réseau, ma clientèle, il faut qu'ils me suivent. Donc, quand je suis capable de dire, ben, j'explique bien mon déclencheur de changement, ça me permet ensuite de dire, tous ces déclencheurs-là, est-ce que je suis capable d'aller leur chercher encore plus de pourquoi du quoi pour que l'alignement soit plus facile?
Fait que là, je suis vraiment dans le travail de leader, de moi, là, Gabriel, si tu travailles avec moi dans mon équipe, puis moi, je suis lead, je vais aller te déranger pour quelque chose qui en vaut la peine. Parce que tu es busy. Et les employés ont besoin de comprendre et de savoir que lorsque tu leur amènes un changement significatif, que eux, ils vont faire de l'espace si c'est vraiment significatif. Bon, alors, voici comment on va le rendre significatif. Je vais passer à, est-ce que je peux avoir un test de conformité sur le changement que je veux, que j'envisage? Fait que, est-ce que ça fit, le changement, là? Est-ce qu'il respecte le mandat et améliore la mise en œuvre efficace et efficiente de la mission? Fait que si ton changement, c'est oui, tu vas dire oui, check, done. Ça fit dans ma mission. Il n'y a personne qui va me dire que j'ai fait un mission creep, là, que j'ai changé de direction juste parce qu'il y avait un financement ou peu importe la raison. Ça fit-tu dans la vision qui a été adoptée par le conseil d'administration dans le cadre stratégique ou par le secteur comme étant une priorité? Si oui, check, done. Est-ce que je suis capable de lier mon initiative de changement puis dire c'est fidèle aux valeurs de notre organisation? Si je suis capable de dire dans tous ces éléments-là, oui, ça fit dans mission, oui, ça fit dans vision, oui, ça fit dans les valeurs, mais tu as déjà un côté là, de ce petit diamant-là, carré de sable triangulaire, où tu es capable d'expliquer le pourquoi du quoi. Puis il n'y a pas personne qui va te questionner, sauf sur la clarté. Qu'est-ce qui l'a déclenché? Deuxième côté sur ce triangle-là, c'est de dire, est-ce que ceci vient m'aider, ce changement-là qui demande mon leadership, permet d'améliorer le taux de satisfaction des bénéficiaires et des parties prenantes clés? Est-ce qu'il y a eu une baisse en satisfaction qui fait que je suis capable de dire, ça va nous aider à maintenir, améliorer ou récupérer la satisfaction de la clientèle? Si oui, check, done. Est-ce que ça rentre dans un nouveau besoin qu'on a identifié en écoutant notre clientèle? Si oui, check. Ça permet de répondre adéquatement aux besoins actuels ou à des nouveaux besoins de la clientèle. Mais si tu es capable de dire, je mets un crochet là, et ça fit dans les tendances, ça va être bien plus facile à expliquer aux gens qui te suivent, toi leader, le pourquoi du quoi on s'en va dans cette direction-là. Puis le troisième test de conformité, c'est est-ce que ça améliore notre façon de faire en interne? Moi, j'aime appeler ça normes et standards d'excellence ou la petite phrase cute, c'est de dire l'approche signature de l'organisation, est-ce qu'elle fonctionne bien? Et si oui, est-ce qu'on peut l'opérationnaliser, alors transformer nos attentes incontournables en processus concrets, prêts à être mis en œuvre? Puis ici, je pourrais même dire par toute l'équipe. Est-ce que j'ai gabarisé, donc créé tous les outils, standardisé les processus en créant des modèles, des gabarits réutilisables pour s'assurer d'une uniformité et que chaque employé, lorsqu'il part en vacances, il y a quelqu'un d'autre qui peut faire leur job pendant qu'ils sont partis. Mais au moins, ça respecte l'approche signature de l'organisation. Et puis enfin, est-ce que j'ai la technologie pour exécuter automatiquement les tâches répétitives, complexes, avec un minimum d'intervention humaine, l'automatisation des choses? Fait que si je suis capable en plus de dire, ça va nous aider là, là et là, l'approche signature va se concrétiser, s'améliorer. Dans mon test de conformité, ça va être plus facile que jamais de justifier, dans mon rôle de leadership, c'est pourquoi on a décidé de faire ça. Fait en amenant tout ça, en donnant le pourquoi du quoi, on est certainement beaucoup plus en point de bien planifier, bien élaborer les messages clés, puis de passer à la portion, ça va demander ces ressources-là. Donc, je vais m'assurer de l'alignement, de l'allocation des ressources, du buy-in de l'équipe, parce qu'on est capable de cocher au moins 60% de ces 9 cases-là. Donc, dans mon test de conformité, ça fit peut-être dans la mission et dans la vision. Ça ne touche pas tout à fait les valeurs, mais au moins il y en a 2 sur 3. Ça touche une ou deux de ces trois-là. Ça touche une ou deux de ces trois-là. Bon, là, on se retrouve dans une situation où les bottines suivent les babines. Ça va, gang? Fait que ici, quand on se dit dans les pistes, euh, quand on va parler de
créer du changement, puis là, mon petit truc est dans les jambes là, de Zoom, je vais juste aller tasser ça. En gestion du changement, on va se dire, moi, quand je veux être leader, il faut que je sois capable d'être cohérent, conséquent avec la clarté organisationnelle. Et ça va m'amener à dire, quand je fais le changement, ça en vaut la peine. Puis, ce que j'aime répéter, puis j'espère que ça colle, gang, parce que des fois, on s'épuise, c'est mission, vision, valeur. Puis notre capacité de faire une mise en œuvre efficace et efficiente de la mission, c'est aussi 80% de la réussite de l'organisation, selon moi. Fait que notre capacité de dire, notre moteur, là, notre véhicule, notre machine, là, elle roule tellement bien, nos services sont tellement performants, on les évalue régulièrement, notre mission est mise en œuvre parce que notre mission, c'est ce qu'on fait, ça va être tellement plus facile de mettre en œuvre, de réaliser la vision. Fait que quand on est en train de réfléchir à une nouvelle vision stratégique, il est impossible de penser stratégiquement si on ne maîtrise pas la performance de l'organisation, la santé de l'organisation et la satisfaction, les besoins puis les tendances de la clientèle. Si on n'a pas ça en tête, impossible de penser stratégiquement. Fait que c'est mission, vision, valeur. Puis la mission devrait perdurer d'un cycle de planification à l'autre parce qu'on va juste la changer une fois qu'on a réalisé une vision. Mais entre-temps, là, this is what we do. Ça, c'est ton moteur. Ça, c'est tes pneus pleins d'air. Ça, c'est ton réservoir d'essence ou ta batterie qui est pleine. Ça, c'est t'assurer que le moteur a eu son changement d'huile. Ça, c'est livrer à la hauteur de l'attente de la clientèle. Tout ce que vous faites, c'est 80% de la job. La vision, les changements, l'amélioration. Si on est en constante réparation de toutes sortes de trucs, ben c'est parce qu'on n'est pas en mode efficace et efficient. Fait que c'est ça l'objectif numéro un. Puis lorsqu'on parle au conseil d'administration, nous, je sais que Gabriel, on travaille souvent avec les gens dans le réseau, hein, Gabriel, on va dire au conseil, ayez l'assurance raisonnable que les choses vont bien dans l'organisation, pas juste dans la vision, mais dans la mission également, dans la performance, pas juste financière de l'organisation. Et tout ça, ça nous amène à dire, moi, là, est-ce que j'ai des conditions gagnantes pour une prise de décision qui fait que je ne suis pas toujours obligé d'avoir ma cape sur moi parce que j'ai les bons outils en place pour bien rouler ma boîte, pour bien juste... Tu sais, je pense toujours à la boulangerie du coin là, quand je vais marcher à Compostelle. Ça fait 100 ans qu'ils font le croissant parfaitement à tous les jours et sont encore là 100 ans plus tard. C'est bien opérationnaliser son organisation, ça. Puis si il ou elle, pâtissière, veut ouvrir 4 autres pâtisseries dans la même ville ou dans la province, ben, ils vont maîtriser la mission d'abord et avant tout. La vision va venir après. Donc, vous, là, dans les conditions gagnantes, qui fait que je ne suis pas en éternelle gestion du changement, en train de faire 80% de gestion du changement, 30% gestion management, je vais flipper ça en me disant, je vais m'assurer au moins que ma mission, ma vision stratégique et mes valeurs sont documentées, elles sont claires plus que cute. Alors, ma mission est décortiquée en service, ma vision est décortiquée en priorité, puis mes valeurs sont décortiquées en comportement observable attendu par tous les employés. Je vais clarifier ma clientèle, identifier leurs besoins spécifiques. Je vais créer une matrice de parties prenantes qui différencie mes clients de mes partenaires, de mes fournisseurs, de mes employés. Puis je vais miser sur est-ce que je rencontre leurs besoins, satisfaction, les tendances de mon marché. Est-ce que je le maîtrise assez bien pour que la mission qui est exécutée pour ce bénéficiaire-là est toujours top-notch. Ça va me permettre, est-ce que je mets en place des systèmes d'écoute active pour recueillir les besoins et les préoccupations de mes parties prenantes les plus importantes, comme mes employés puis ma clientèle? Est-ce que je peux mettre en place un système qui mesure la satisfaction des usagers de tous mes services?
que ce soit des sondages, des petites étoiles à la fin d'une formation, un petit mot ici, là, une étude annuelle des besoins de la satisfaction de la clientèle, des employés et des autres parties prenantes. Je vais garder une oreille sur la traque, comme on dit, pour que je puisse être à l'affût des besoins de mon marché, mais aussi de la satisfaction. Prochain, c'est est-ce que dans mon test ici de conditions gagnantes, est-ce que j'ai défini les indicateurs de performance de l'équipe et du secteur? Comment, comment est-ce que mes employés le savent qu'on réussit? Puis pour ceux qui ont eu la chance de lire le livre 4DX ou 4 Disciplines of Execution, il y a tellement de belles histoires là-dedans parce qu'il va dire si une équipe de hockey ou de soccer ou de basketball n'avait pas le tableau des résultats sur le mur, là, qui leur dit il te reste 30 secondes ou il y a tant de personnes sur la glace parce qu'il y a trois pénalités ou deux pénalités, c'est ça le score, euh, ils ne pourront pas jouer la game, la réussite, miser sur atteindre les résultats escomptés, peu importe lesquels. Vous me voyez essayer d'éviter le mot gagner, mais ça aussi, la recherche le démontre, les employés veulent faire partie d'une équipe gagnante, d'une équipe performante. Mais est-ce qu'ils le savent, ça? Est-ce qu'ils le savent continuellement? Est-ce qu'ils le savent, les employés, les membres de l'équipe? Est-ce qu'ils le savent, quels de leurs travaux contribuent le plus à la réussite du secteur? Bien, il y a juste une façon de faire ça. C'est de s'assurer qu'on a identifié euh, les indicateurs de performance de l'équipe avec des cibles au trimestre, avec des cibles mensuelles aux besoins. Pas juste à la fin de l'année, on va souhaiter, j'espère qu'on a atteint des résultats. Non, on va avoir comme une équipe d'hockey quelque part la capacité de mesurer si on est en train de gagner ou perdre la game de notre programmation, la réussite de nos objectifs. On va aussi monitorer, analyser, je mets le mot analyser particulièrement de façon trimestrielle les données de satisfaction puis de la performance par des post-mortem, par des sondages, par des retours, par des réunions de gestion où on est capable de non seulement avoir la progression, mais prendre le temps d'y réfléchir. Prendre le temps avec l'équipe de gestion. Puis des fois, c'est juste toi. Puis de dire, est-ce que j'analyse ça? Est-ce que prends le temps de regarder tout ça ou je le constate puis je continue mon année? Puis je sais qu'on ne le prend pas toujours, ce temps-là. Mais ça, c'est un outil de gestion, c'est du management pur. Est-ce que je suis conscient vraiment de l'impact de nos avancées, de nos progrès, de nos avancées et de nos résultats? Je vais aussi documenter les attentes incontournables au sein de l'organisation. Comme ça, ben, je vais être capable de faire de l'encadrement, je vais être capable de faire de la supervision. L'équipe va être capable de se tenir mutuellement imputable. Je vais analyser les besoins de la clientèle et les tendances du marché au moins une fois par année. Je vais faire des études de faisabilité avant de lancer des initiatives. Je vais m'assurer de maîtriser mon marché. Puis il y a bien des gens qui m'ont dit, Alain, c'est pas le secteur privé qu'on est nous autres. Non, je le sais, mais on a quand même une clientèle. Et maîtriser satisfaction, besoin, tendance de notre clientèle, c'est la seule façon, selon moi, de réfléchir stratégiquement. OK? Fait que si on est capable d'avoir ces données-là, de les accumuler, de faire de la recherche, d'utiliser Deep Search dans ChatGPT, peu importe, je vais me bâtir une tête sur satisfaction, besoin, tendance de la clientèle et je vais partager cette information-là avec mes dirigeants, mes collègues, mes employés pour qu'on soit tous sur la même page pour justifier des initiatives de changement. Je vais peut-être me créer une fiche de prise de décision, puis je vais faire un état des lieux de l'organisation régulièrement. Puis pour ceux qui se disent, j'ai pas le temps de faire ça, j'assume que votre rapport annuel pourrait ressembler au même processus que de faire un état des lieux annuel, donc un petit diagnostic en santé et en performance organisationnelle, à côté des données qui viennent de votre satisfaction, besoin, tendance de la clientèle, il est presque impossible que vous n'ayez pas l'information pour juste en équipe de gestion, puis peut-être en grande équipe dire, puis comment ça va présentement? J'avance parce que je regarde le temps avancer, je jase trop. Puis bien sûr, dans tout ça, moi, je vais créer de l'équilibre en me disant, est-ce que c'est correct d'être gestionnaire avant tout?
est-ce que je peux me valoriser d'être une Moses de bonne gestionnaire, d'être un Moses de bon gestionnaire, la portion management de mon travail, si je la réussis, il est presque impossible que l'organisation n'aille pas bien. Puis de me dire, je suis autant valorisé par mes initiatives de changement, leadership, que ma capacité d'être une bonne gestionnaire. Fait que je rencontre mes responsabilités, je rencontre mes obligations, je rencontre les attentes des autres sphères, et quand c'est le temps, je mets ma cape, puis je m'en vais m'assurer que les changements vont bien. La réussite de l'organisation, c'est ma réussite. Fait que si on est encore en management ici, si en RH ça va bien, en com ça va bien, en marketing ça va bien, programme va bien, les services vont bien, les finances vont bien, tout va bien, c'est ta réussite, ça. Ça a autant de valeur que les initiatives de changement qui vont jusqu'au bout. L'autre, c'est une question de réflexion, gang. Celle-ci, c'est... Puis moi, des fois, je vais vous avouer que celle-là, je ne le réalise pas toujours, que des fois, je consomme l'énergie au sein de l'équipe plutôt qu'être générateur d'énergie. Puis c'est une réflexion que tu dois avoir parce que je le sais que c'est lourd être gestionnaire leader. Mais en même temps, ça a un impact sur l'équipe. Quand c'est trop lourd, puis on commence à consommer l'énergie autour de nous en étant inaccessible, pas avoir le temps, pas faire d'encadrement, pas faire des réunions efficaces, ne pas amener les résultats sur la table. On consomme l'énergie de nos employés plutôt que générer l'énergie chez elles. Fait que ça, c'est l'impact de ma présence sur les gens dans tous les aspects de mon rôle de leader, mais surtout de mon rôle de gestionnaire. Puis, mon équilibre vie professionnelle et personnelle dépend de mon investissement dans ces deux sphères. C'est une réflexion qu'on fait beaucoup dernièrement chez Disquitus parce qu'on parle de mieux-être en milieu de travail, de mieux-être pour les gestionnaires leaders. Puis, l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la recherche commence à vraiment démontrer, c'est pas par le nombre d'heures que tu mets au travail puis à la maison. C'est par le montant d'énergie que tu investis pour assurer ta réussite personnelle autant que ta réussite professionnelle. Fait que tu peux bien faire juste 8 heures à la job, mais quand tu arrives le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu prends soin de toi, tu passes du temps avec tes amis, ta famille, tes trucs, ou tu t'assois là, puis, je sais pas, tu manges ton sac de chips. Fait que on pourrait dire, ah ben j'ai un bel équilibre, 8 heures à la job, 8 heures par moi-même, mais vraiment l'équilibre, c'est de dire, est-ce que mon investissement en moi-même personnel et mon investissement dans ma vie personnelle est équilibré pour que je puisse avoir un niveau de stress qui est moins élevé quand ça vient à ça. Puis en bout de ligne, c'est de se dire, ben, est-ce que je suis aligné, moi, avec la mission, la vision de l'organisation, ses valeurs? Est-ce que je suis organisé dans mon travail? Puis est-ce que je suis discipliné à réaliser mes obligations à moi-même au quotidien, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre, à chaque année? Est-ce que ma routine est établie pour que je puisse réussir dans mon travail de façon disciplinée? Puis on le sait tous que les gens qui sont disciplinés, tu sais, l'expression, c'est It's the ultimate act of self-care. Est-ce que moi, je suis capable de aussi penser à moi, puis de comprendre que lorsque moi, ma tank est pleine, je suis capable de contribuer à la tank d'énergie des autres. Fait que moi aussi, il faut que je le fasse mon travail. Il faut que je démontre que c'est important d'accomplir mon travail en étant un modèle pour mes employés. Je vais finir sur un petit diagramme qu'on a inventé. Il est un peu quétaine, gang, je le sais. Puis, dans ce que je vous invite à réfléchir maintenant, c'est de dire, est-ce que je suis capable de me maintenir actif puis que ce soit suffisant? Pas hyper actif. Actif. Est-ce que ça peut être suffisant? Est-ce que ça pourrait être suffisant? Quand la santé va, tout va, pas juste pour l'organisation, mais toi-même. Moi, je suis capable de mesurer que la mission, oups, pardon, la mission d'abord et avant tout réussit très bien. Fait que je mesure la performance pour vraiment trouver la direction à prendre. Puis je suis capable de parler de résultats plus que de parler d'objectifs. Les résultats sont au centre de ma discussion. Puis ce que je veux vous amener ici, c'est une réflexion autour de mon petit diagramme quétant. On se valorise beaucoup en étant réactif. Plusieurs gestionnaires leaders le font. On se valorise beaucoup en étant proactif. Puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais on semble oublier que ça, c'est un continuum. Puis le continuum ici, c'est de dire, ben moi là,
Dans mon travail, ma job numéro un, c'est de s'assurer que l'équipe, là, passe 80% de son temps dans le actif parce que ça génère de l'énergie, parce que le stress est réduit et ça permet d'avoir l'énergie nécessaire pour aller dans le réactif aux besoins, les urgences, les accidents, les imprévus, sauter sur une opportunité qu'on n'a peut-être pas vu venir sur les tendances du marché. Puis après ça, mon objectif, c'est de les amener ici. Quand on donnait de la formation à des services d'urgence, ils nous disaient, on n'est pas dans le réactif, nous, on est dans le actif. On a tellement pratiqué tous les scénarios que pour nous, au quotidien, il n'y a pas de niveau de stress autant euh, que de confiance en soi puis d'affirmation dans ce qu'on fait parce qu'on a amené toutes les possibilités sur le actif. Puis le actif, ça veut dire quoi? Je livre de façon efficace et efficiente. Les normes et standards d'excellence sont en place. Les mesures de performance sont surveillées. Les résultats de performance sont surveillés. La satisfaction de la clientèle est mesurée puis surveillée. J'ai du temps pour mon personnel. Je cultive la collaboration. Puis j'ai un système de réunion efficace. Ça, c'est 50% de mon temps, hein, selon ce que Gabriel nous a dit tantôt. Puis, je vais aller passer du temps ici pour dire, j'en fais de la planif, je vais être proactif. J'en fais de la gestion de risque, je vais être proactif. Je fais de la recherche puis du développement de mon personnel, de la recherche pour les nouveaux marchés, je vais être proactif. Je vais évaluer mes programmes, je vais faire de la gestion du changement. Mais ça représente 10% de mon temps là, 10% de mon temps là, mais 80% de mon temps dans le actif où on est capable de contribuer à une baisse de stress plutôt que de se valoriser, être toujours là. Toujours stressé, il faut que ça roule, sens d'urgence. I get that. Mais 80%, souvent, c'est good enough. Puis, je voulais juste vous amener mon petit diagramme Keten. J'espère que ça vous a été utile. Oui, je vais vous partager tout là, les livres d'auteurs, tout ça, les références que j'ai faites aujourd'hui. Les diagrammes également vont être disponibles. Comme vous le savez par maintenant, l'enregistrement, les outils, on les met dans un blog. On vous envoie un lien pour que vous ayez accès à tout ça. Euh, je sais que j'ai largement dépassé mon temps, gang. Fait que je m'en viens ici. Les prochaines formations, il y en a deux qui s'en viennent. Les pratiques incontournables des gestionnaires en milieu syndiqué, pour ceux qui s'intéressent. La gestion du changement et l'intelligence émotionnelle, deux choses qui sont indissociables. Il y en a aussi deux pour le conseil d'administration. Avec notre avocate préférée, Pamela Taylor, on va parler d'un CA responsable. Puis on va parler là, de performance organisationnelle et comment le conseil peut y contribuer. Puis je veux vous remercier d'être là. Je vous demande dans le chat de résumer la séance en un seul mot. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a interpellé le plus? Je vous écoute dans le chat. Éveil, excellent. Merci Patrick. Je vous souhaite une belle semaine. On vous aime beaucoup. On veut continuer à vous donner des petites bouchées d'apprentissage comme ça. Ça nous fait du bien de vous voir. Je vous souhaite une belle semaine.